Ici Jean-Dominique Leduc, bienvenue au 40e épisode du balado Entre deux cases. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Marie-Hélène Marcoux, ancienne enseignante au primaire et au secondaire et conseillère pédagogique, aujourd'hui chargée de cours, formatrice et consultante en éducation. Elle est aussi médiatrice culturelle en littérature jeunesse et en bande dessinée. Elle est l'autrice des ouvrages La BD au primaire et La BD au secondaire, publiés aux éditions de La Chenelière. Elle coordonne le projet Passeurs de lecture de la Faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke. Le 6 mai dernier, elle a cofondé avec Martin Lépine pour mettre en valeur tous les lecteurs. Marie-Hélène Marcoux, salut. Allô, allô. Merci beaucoup d'avoir accepté de passer au micro d'Entre deux cases. Je vais faire l'exercice de tenter de te présenter, si tu le veux bien, et t'interviens. Parce que tu as une liste de route, t'as un parcours assez particulier et j'oserais même dire impressionnant dans mon cas. Alors, tu es notamment auteur, tu as signé 2 volumes de l'ouvrage La bande dessinée au primaire et la bande dessinée au secondaire. Moi, c'est comme ça d'ailleurs que je t'ai connu avec le premier volume. On en parlera tantôt. Évidemment, tu es formatrice, consultante en éducation. En fait, tu viens du milieu de l'éducation au point de départ. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je suis enseignante, j'ai enseigné au primaire, j'ai enseigné au secondaire et j'ai été conseillère pédagogique pendant plus de 10 ans dans une grosse commission scolaire sur la rive sud de Québec, la commission scolaire des navigateurs, quand ça s'appelait encore des commissions scolaires. Ouais, là, c'est des Et centres de services. Ouais. j'accompagnais, voilà, et j'accompagnais les enseignants dans leur enseignement du français au primaire et au secondaire. Donc ça, j'ai fait ça pendant plus de 10 ans. Et par la suite, ben là, justement, la rédaction des ouvrages est arrivée. Et puis, à un moment donné, j'ai eu envie de tenter le coup de faire de ma passion pour la lecture un travail autonome. Donc, je me suis lancée comme travailleur autonome en 2018 et ça dure depuis. C'est quand même particulier parce que généralement, c'est le chemin inverse. Souvent, les gens commencent une carrière comme pigiste et un moment où tout à coup, on vieillit. Et la pige, hein, moi, parfois, je considère que c'est du sport extrême. Ça fait Oui, 25 ans maintenant que je suis pigiste. Et souvent, les gens, en vieillissant, ils ont besoin d'une certaine sécurité que la pige apporte moins. Et toi, tu as un parcours complètement opposé, c'est-à-dire que tu as consolidé tes bases et par la suite, tu as décidé d'aller à la rencontre du grand monde. oui, je me suis dit, je vais essayer. Je vais essayer, je vais me donner 6 mois, un an, et si ça marche, tant mieux. Puis si ça me convient pas ou que les contrats sont pas au rendez-vous, ben, il sera toujours temps de me retrouver un autre boulot dans le milieu de l'éducation. Mais je n'y suis pas allée, sauf que là, depuis un an, je suis en partie salariée pour l'Université de Sherbrooke parce que je coordonne un beau projet, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler, qui s'appelle Oui. Passeurs de lecture. Donc là, pour ce projet-là, je suis employée de l'Université de Sherbrooke. Alors, Marie-Hélène, à quel moment, euh, plus spécifiquement, la littérature jeunesse et la bande dessinée sont arrivées dans ton parcours professionnel? À quel moment tu t'es dit, tiens, j'ai envie de mettre ça de l'avant dans mon travail? Ben, c'est entre autres quand j'ai commencé à étudier en éducation. J'avais envie d'inclure de la BD dans mes préparations de cours, dans mes travaux de fin de session, etc. Et je sentais que, ben, tu sais, c'était peut-être pas l'idéal. Donc, j'ai laissé ça sur la glace. Et là, quand j'ai commencé à enseigner, je me suis dit, je vais faire des tentatives. Donc, j'utilisais la bande dessinée euh, souvent comme amas pour une notion, ou alors à l'inverse, pour venir conclure des apprentissages. Parfois, je me faisais regarder un peu de travers par mes collègues parce que c'était pas un médium très sérieux et valable du côté littéraire. Je le faisais pareil. Et jusqu'au jour où la vie a fait en sorte que je suis allée vivre en Belgique. Donc là, je vois dans ta tête que tu dis, oh, pays de la BD, Hmm. effectivement.
Et quand j'ai eu ma première classe, au bout de quelques années, euh, je visite ma classe, le prof que je remplaçais, et il y avait plein de BD dans la classe. Et là, je me suis dit, waouh, cet enseignant-là aime la BD, pour m'apercevoir que c'était comme ça. Il y avait la BD partout. Et là, je me suis dit, ben, allons-y. Donc, j'ai vraiment fait des projets avec la BD. Et à mon retour, en 2004, je suis revenue au Québec, là, je me suis dit, bon, ça va faire. Là, on s'y met pour vrai ici au Québec. On va essayer de faire changer les choses. Donc, je suis devenue conseillère pédagogique et j'ai fait un atelier autour de Paul Aupat de Michel. Hmm. Et j'ai testé ça avec des vrais enseignants, avec des vrais élèves de secondaire 1 et 2, et ça a marché très fort. J'ai voulu aller présenter ça dans un congrès de profs de français. Je l'ai fait. Et dans la salle, il y avait l'éditrice de Chenelière Éducation qui m'a écouté. Et après, mon atelier est venu me voir en disant, écoute, ça fait un petit bout qu'on cherche une porte d'entrée pour inclure la BD dans notre collection d'ouvrages didactiques. Je pense qu'on pourrait peut-être faire quelque chose ensemble. Est-ce qu'on pourrait se rencontrer? Alors, bien évidemment, j'ai dit non. C'est une farce. J'ai dit oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et c'est comme ça que j'ai rencontré France Robitaille, qui est encore mon éditrice aujourd'hui. On a commencé par le secondaire. Donc, j'ai écrit la BD au secondaire au départ. Et 3 ans après, on a écrit la BD au primaire. Et là, ben, c'est vraiment une démarche de lecture collaborative. Donc, on lit en grand groupe, à voix haute, l'enseignant et les élèves, une BD et on s'interroge avant, pendant et après la lecture. Donc, pas seulement après. C'est ce qui est un peu nouveau, là. Ben, nouveau, mais en même temps, je n'ai rien inventé, hein. J'ai vraiment pris une démarche que des chercheurs américains ont mis en place et qui fonctionne, qui a fait ses preuves. Et donc, c'est comme ça. C'est vraiment au départ, quand j'ai étudié, mes premières tentatives comme enseignante et par la suite, mon travail de conseillère pédagogique. C'est fou parce que j'ai passé beaucoup de temps en Belgique et une des premières constatations que j'ai fait quand j'y suis allé sur une base régulière en, disons, 1995 et 2005, là, c'est la période où j'y suis allé Oui. très souvent. Quand j'arrivais chez des nouveaux amis, chez des relations, tout ça, c'était fou parce que quand on entre chez les gens, il y a de la bande dessinée et il y a une Oui. bibliothèque. Souvent, les familles sont abonnées au journal Spirou depuis des générations. Et C'est ben, vrai. évidemment, pour moi, à l'époque, c'était le paradis parce que je me disais, ouf, chez nous, Oui. on part de loin, là. Euh, Ben, c'était un donc, peu la même observation dans les classes, dans les écoles. Il y avait beaucoup plus de bandes dessinées là-bas, ici, à ce moment-là. Mais là, ça a changé, ça change. ouais, On oui, est évidemment. encore en mouvement. Et là, il y a de plus en plus de bandes dessinées dans les classes du Québec. Et je pense aussi que c'est lié à la production, parce que maintenant, on a vraiment une très, très belle production de bandes dessinées, à la fois pour les tout petits jusque fin du secondaire et même adultes. Et on a réussi à avoir la qualité littéraire et de faire en sorte qu'on puisse considérer ce médium-là au même titre qu'un roman, qu'un recueil de poésie, qu'un recueil de... Euh, parce qu'on a vraiment une belle BD que je qualifie de littéraire qu'on peut présenter à nos élèves. Mais il fallait quand même le faire, Marie-Hélène, même s'il y avait eu d'autres initiatives en ce sens dans d'autres pays, comme aux États-Unis, notamment, comme tu l'as précisé plus tôt. Euh, mais moi, je me souviens quand la bande dessinée au secondaire est arrivée avec Paul en couverture, et moi, c'est Martin Brault des Éditions de la Pastèque qui m'avait montré le bouquin. Oui, Ma réaction, c'était enfin, on arrive. Il y a quelque chose qui est oui, en train de littéralement. Pour moi, ce livre-là, c'est une petite révolution parce que tu parlais de légitimité tantôt. Ben, c'est ça, en fait. C'est cette idée que tout à coup, la bande dessinée, le livre jeunesse, c'est un matériau qui se travaille. Et ce qui est formidable, oui. c'est que c'est souvent associé au plaisir de lecture des plus jeunes. Je sais pas pour toi, mais tu sais, moi, bon, à l'école, mes lectures obligatoires, tu sais, je me souviens, au début du secondaire, Oui. j'avais lu Zone de Marcel Hum. Dubé, que j'ai joué comme acteur des années plus tard au théâtre.
Mais, tu sais, je veux dire, pour un gars de 12 Ouais. ans, les zones de Marcel Dubé, euh, Non, c'est- c'est ça. Tu sais, moi, je travaille beaucoup depuis le début de ma carrière en éducation. Je travaille pour donner le goût de lire aux élèves et non pas les dégoûter, ouais. hein. De cultiver leur appétence pour la lecture et d'en faire des êtres curieux, des amateurs de littérature. Et en tout cas, je pense là, que l'arrivée de l'ouvrage La BD au secondaire, c'est venu un peu euh, mettre un cachet sur le médium qu'est la BD pour dépasser la perception qu'on avait de la BD à l'école, c'est-à-dire tu peux lire la BD si tu me prouves que tu as emprunté un roman. Oui, c'est ça. Oui. Euh, OK, on va faire une activité récompense le vendredi après-midi. Vous pouvez lire de la BD. Donc, on a comme dépassé ça, je pense, avec l'arrivée de la BD au secondaire. Puis, il y avait d'autres initiatives avant, là. Il y a eu d'autres beaux projets, là. Et je Ouais. pense que ça, c'est venu marquer le fait que, bon, ben voilà, OK, maintenant, je peux m'en servir vraiment comme un outil didactique, un dispositif didactique que je peux mettre en place dans ma classe et c'est ça a quelque chose de valable et de voilà, qu'on a donné de la valeur à ce médium-là. J'imagine Comme, que c'est le genre d'outils que tu aurais aimé avoir au début de ta carrière quand justement tu voulais, toi. bien évidemment, j'ai écrit Ouais. le livre que j'aurais voulu avoir. Et la BD au secondaire, j'en étais très fière, mais ça s'arrêtait à la lecture. Et là, j'avais dit à mon éditrice, si on écrit pour le primaire, ce serait chouette d'aller vers l'écriture de BD. Wow, donc D'accord? vers la C'est ce création. que j'ai Ouais. fait, c'est ce que j'ai fait, mais la porte d'entrée étant toujours la lecture. Et c'est un petit peu l'erreur qu'on a fait, je crois, en éducation. On passait souvent, on voulait souvent entrer par l'écriture de BD. Mais si tu ne maîtrises pas le langage graphique ou en tout cas quelques éléments, Oui. tu sais, si tu n'en as pas lu, comment tu peux en écrire? Alors, moi, ce que je vais proposer aux enseignants, c'est de dire, ben, lisons, lisons, lisons. Puis après ça, on va les amener à créer des bandes dessinées. Puis j'ai pris la structure organisationnelle de l'atelier d'écriture, qui est très en vigueur, là, qui est très populaire ces années-ci dans les classes, pour écrire toutes sortes de textes. Mais là, je l'ai appliqué à la bande dessinée. Puis j'ai eu des constats là, incroyables. Moi, j'ai vu des enfants de sixième année en train de créer, puis me dire, il est où le facteur de l'espace, là? Faut que j'aille voir le facteur de l'espace parce que Guillaume Perrault, là, il fait des cases en long, là, sur la hauteur. Faut que j'aille voir ça. Ben Ouais. voilà. Là, Ouais. il avait tellement lu, cet enfant-là, qu'il était rendu au point de s'inspirer de créateurs actuels. Là, je me dis, waouh, ça, c'est fabuleux. Donc, mais si tu n'as pas ce bagage-là, ben, c'est plus difficile de créer. Donc, c'est ce que j'ai fait avec la BD au primaire. On est allé aussi faire l'écriture. Mais toujours en disant, commençons par lire ensemble pour s'imprégner de ces univers-là, puis après ça, on ira en créer. Est-ce que dans ton travail, tu as senti qu'il y avait un enjeu du côté des garçons et de les faire lire? Est-ce que c'est quelque chose, toi, que tu as senti sur le terrain? Ben, c'était toujours ma préoccupation, moi, de répondre aux besoins des garçons. Et je savais que la BD était un médium que les garçons aimaient. Et puis, une grande enquête de l'OCDE est venue le confirmer. Bon, là, l'étude commence à dater un peu. J'aimerais ça qu'il en fasse une autre. Mais à ce moment-là, quand j'étais en train d'écrire la BD au secondaire, on avait révélé, une enquête de l'OCDE, que la BD était le deuxième choix de lecture préféré des garçons. Hmm. Pas le dixième, là, ou le cinquième, le deuxième. Alors moi, je disais aux enseignants, à partir du moment où on sait ça, on ne peut pas faire comme si on ne le savait pas. Alors, est-ce qu'il y a moyen d'essayer de mettre de la bonne BD, je mets des guillemets, là, Oui. bonne BD littéraire, avec tu sais, un contenu, une trame narrative intéressante? Est-ce qu'on peut pas en mettre un peu plus, sachant cela? Puis dans cette enquête-là, pour les filles, je pense que c'était en cinquième ou sixième position, là, donc c'était quand même vraiment dans les lectures préférées des garçons. Donc oui, j'ai eu cette préoccupation-là. Et ce qui est toujours assez délicieux, c'est que quand, puis peut-être que tu vis la même chose parce que tu fais aussi des animations, quand je rentre dans une classe pour animer une lecture de BD, je demande est-ce que j'ai des amateurs de BD dans la classe? J'ai deux mains timides des fois qui lèvent leurs mains.
Là, je dis, ben là, j'ai un peu de mal à vous croire parce que selon une recherche, il y a plein de gens. Ah, là, j'en ai un peu plus. C'est sûr que quand j'ajoute le manga, ben Ben oui, là, il y a évidemment. plus de mains, Évidemment. plus de mains qui se lèvent. Mais je me dis, ils sont encore un peu timides de l'avouer, ce choix-là. Bon, Donc, donc toi, tu à nous, rencontres ça. OK. Ah oui. oui, oui, oui. Pas toi? Ben, en Ça fait, t'arrive moi, pas? dans le cadre de mes conférences, tu sais, moi, c'est une conférence qui dure environ 55 minutes. Euh, Ben, bon, j'ai des conférences spécifiquement sur la bande dessinée et spécifiquement sur le manga. Là, je dois t'avouer ouais. que quand je débarque pour présenter une conférence manga, je me rapproche beaucoup de mon premier métier d'acteur. J'ai l'impression d'être une rockstar parce que là, il y a beaucoup, beaucoup de... C'est très, très réactif. Quand je parle de bande dessinée, ça le devient, ça se réchauffe. Mais c'est sûr qu'au début, tu sais, moi, et c'est d'ailleurs, Marie-Hélène, c'est drôle que tu parles de ça parce qu'une des premières questions, dès que je débute ma conférence, je leur dis que je commence toujours ma conférence avec une question hautement scientifique. Question de savoir si les 55 prochaines minutes vont bien se dérouler. Et je dis, levez la main, c'est les ceux qui aiment lire de la bande dessinée. Et il y a toujours un moment où, puis tu le sais, c'est des jeunes, donc tout le monde se retourne Oui, pour regarder son on voisin, tout regarde. ça. Mais dès que l'entrée embarque, dès qu'il y en a un, là, tout à coup, poup, 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 poup. Puis, Ah, ben oui. puis, tu vois, moi, je leur en parle de ça, parce que de la vraie lecture. Et là, j'utilise les guillemets parce que je me suis rendu compte, et peut-être que c'est ça aussi qui rapproche ta pratique de la mienne, c'est que quand je vais dans une classe parler de bande dessinée, je le fais beaucoup plus pour les enseignantes et les enseignants que pour les jeunes à proprement parler. Parce que, dans le fond, mon travail, c'est d'outiller les enseignants et les enseignantes. Surtout quand je parle de manga, parce que là, le Oui. manga, pour eux, c'est l'équivalent d'une langue étrangère. D'ailleurs, je voulais te questionner là-dessus. Suite à tes deux premiers ouvrages, est-ce que tu as ça dans les faux ou est-ce que tu as pensé à produire un ouvrage qui s'intéresserait à l'intégration du manga à proprement parler dans le cursus scolaire au primaire ou au secondaire? Est-ce que c'est quelque chose qui est dans tes cartons, ça? Ben, c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser, mais comme je suis vraiment pas spécialiste de manga, comme si je m'autorise pas. Faudrait l'écrire ensemble. Parce que toi, tu es spécialiste manga. On pourrait Pas faire ça ensemble, spécialiste. Jean-Dominique. Ben là, écoute, je m'attendais pas du tout à ça. Je dirais pas que je suis un spécialiste, mais je suis un. Ben Évidemment, oui, moi, le cadre de mon oui. travail m'amène à lire beaucoup de mangas. Mais tu Non, sais mais c'est que vrai que ça serait vraiment un beau projet, là. Et oui, mais je peux dire que c'est en train que j'y travaille, pas pour l'instant. Mais c'est vrai que ça serait vraiment un beau projet pour parce que faire un peu le même travail qu'avec la oui, BD, c'est démocratiser, l'apprivoiser, l'intégrer à sa planification de l'enseignement, ce serait vraiment génial. surtout que souvent, moi, le commentaire que les enseignantes, et souvent même des enseignantes dont leurs propres enfants lisent du manga, me disent: Ouais, mais ça se lit vite. Et moi, je leur explique toujours: Non, non, attendez là. Dans une bande dessinée, une séquence narrative illustrée, il y a deux niveaux d'écriture. Il y a la première écriture qui, Sûr. pour moi, est l'écriture ultime, qui est le dessin. C'est la base de tout. Et par la suite, il y a les phylactères avec les dialogues, etc. Mais là, souvent, ce qu'on me dit, c'est: Ouais, mais le manga, ça se lit vite. Mais en fait, non. Il faut apprendre à lire ce médium-là. Et ça, je pense qu'il y a plus d'éducation. Et corrige-moi si je me trompe, je pense qu'il y a plus de travail à faire auprès des adultes que des enfants. Ben, oui, je pense que oui, parce que les enfants, eux, s'ils aiment ça, ils vont s'organiser pour en trouver à la bibliothèque municipale. Puis, mais les adultes, ben, autant comme parents que comme enseignants, on est un peu les conseillers de Ouais. ces enfants-là. Hein, on est comme un médiateur entre les objets culturels que sont les livres et l'ensemble de la production littéraire, puis les enfants, qu'on veut que cette rencontre-là se passe bien. Euh, mais c'est drôle que tu dises ça, que les gens trouvent que le manga, ça se lit vite. Moi, j'ai lu dernièrement les élus, Et le jaune, ouais. oui, de nos Ouais. amis, là. Euh, et écoute, j'ai lu ça par petites bouchées parce que je Ben ne suis oui, pas c'est habituée dense. d'aller dans ce sens-là. Écoute, j'ai mis mon petit signet plusieurs fois parce que je me dis, OK, là, j'ai lu un petit chapitre, une petite Ouais. dizaine de pages, tu sais, j'attends parce que c'est vraiment, ça
C'est vraiment étrange, je trouve, pour le cerveau, les premières fois qu'on lit un vrai manga dans ce sens-là. Ouais. Je trouve que c'est très exigeant. Puis la bande dessinée, tu as raison. Moi, je dis toujours, c'est une double lecture. Mm. Donc, je dois lire le texte, je dois lire l'image et mettre ça ensemble pour dégager le sens et les significations de ce que je suis en train de lire. Puis, en plus, il faut que je lise entre les cases. Hein? Oui, c'est Donc, il ça. faut que j'infère, il faut que j'interprète, Voilà. autant sinon plus qu'avec un texte de roman ou un texte en continu. Donc, c'est très exigeant. Cela dit, c'est vrai qu'on entend souvent ça. Ben là, une BD, c'est en 20 minutes, je peux lire ça. Ah, ben oui, peut-être, mais tu vas passer à côté de plein de choses. Oui, Euh, voilà. En fait, c'est Encore, il que n'y a pas longtemps, là, j'entendais une journaliste à la radio qui disait qu'elle a vu une BD en 20 minutes. C'était bien le fun. ah, Moi, excuse-moi, je la connaissais, cette bande dessinée-là. Si tu as lu ça en 20 minutes, c'est dommage. Donc, c'est une lecture exigeante, c'est une lecture, mais en même temps passionnante. ouais. Et à nous de faire cette médiation-là du livre, de la BD avec les enfants. Mais Moi, il y je a dis encore. toujours, Oui. je dis toujours, tu sais, on a comme trois rôles comme médiateur de la lecture. On a un rôle de modèle, hein, de faire voir aux enfants que nous, la lecture fait partie de notre mode de vie. Elle fait partie de ma vie de tous les jours. Si j'ai un petit temps, je m'arrête, je prends quelques minutes pour lire. Donc ça, c'est vraiment un rôle de guide. Lire fait partie de notre vie. On joue un rôle de guide, donc non seulement pour choisir des livres, mais aussi pour les faire évoluer dans leur connaissance du monde du livre. Tu sais, c'est quoi une maison d'édition? C'est quoi un copyright? C'est quoi un auteur? Il y a encore ce printemps, j'étais dans une classe de deuxième année, donc ils sont tout petits. On lisait une bande dessinée, puis il y a une petite, à un moment donné, qui a eu une réaction tellement mignonne. Tu sais, elle me dit comme ça, là, ça veut dire que c'est lui qui a écrit tout ça, puis qui a fait tous les dessins. Mais oui, bravo. Tu sais, là, elle a pris conscience, c'était quoi un auteur. Donc, on est un guide dans ce sens-là aussi. Puis, je reviens toujours à mon rôle de passeur. On est un passeur de lecture, un passeur de livres. Et j'aime bien aussi qu'on envisage ce terme-là dans les deux sens. Éventuellement, dans le meilleur des mondes, on aimerait ça qu'il puisse aussi se passer de nous. Tu comprends? Puis qu'on aille en Et oui. contaminer d'autres. Ah ben On oui. est de Ultimement. passage. Oui, voilà. Ultimement. Ultimement, on est de passage dans leur parcours de lecteur. Ouais. C'est Et très là, juste ça. on va aller en contaminer d'autres. Ouais. Donc, c'est ça, c'est pas rien, je trouve, ces trois rôles-là qui reviennent non seulement aux enseignants, mais aux parents, aux grands-parents, aux oncles, aux tantes, à toute personne qui côtoie des enfants et des adolescents. Oui, c'est le milieu de Donc, vie, en fait. C'est ça. C'est la oui, somme des différentes sphères du milieu de vie d'un enfant. oui. Puis, tu sais, je me Euh, dis, on peut toujours mettre des livres dans les mains des ados, des enfants et espérer qu'il se passe quelque chose. Mais si on est là, on est actif, ben ça va aller plus vite, on va aller plus loin. oui, exactement. C'est ma façon de voir les choses. Comme là, c'est l'été, hein, c'est l'été. On parle souvent de la glissade de l'été chez nos enfants. C'est une perte un petit peu de certains acquis qu'ils ont, Ouais. reçus pendant l'année. Mais moi, je dis aux parents, tu sais, mettez des livres partout. Allez à la bibliothèque municipale, puis on ne prend pas un livre, on en prend deux sacs. On amène des sacs d'épicerie, on les remplit. Ça ne veut pas dire qu'on va les lire tous, mais on va les avoir en main. On va garder, on va déterminer ce qui nous attire, ce qui nous dégoûte, et peut-être que dans le lot, on va en lire deux, trois, ça va être parfait. Puis j'insiste souvent là-dessus aussi avec les enseignants et les enfants, les ados que j'accompagne, de s'autoriser le droit de commencer un livre et de ne pas le terminer. Ah Et oui. ça, je suis toujours fascinée de constater que pour plusieurs lecteurs, euh, non, si je commence un livre, je suis comme obligée de le terminer. Hey, moi, je te dis que si j'avais cette croyance-là, là, je commencerais pas mal moins de livres que j'en commence actuellement. Oh, ben, je suis Parce que bien d'accord avec toi. Oui, moi, oui. j'en commence beaucoup, puis j'en termine aussi pas. Je les termine pas tous. Donc, se donner ce droit-là. Je le commence, si ça ne me convient pas, la vie est trop. Je l'abandonne et je cherche autre chose. Donc, ça aussi, je pense que ça fait partie de notre
de notre Ben d'ailleurs, il y a Daniel Pénac, hein? C'est bien Mais lui qui oui, avait c'est un écrit des le droits livre. de Oui, Daniel. oui, Oui, c'est ça. C'est un comme des un 10 roman. droits, je pense, de Daniel C'est un Pénac, des ouais. 10 droits. Tout à Ouais. fait. Celui d'aller voir la fin aussi. Oui, ça, je fais pas ça, par exemple. Ouais, moi non plus. Euh, J'aime mieux, j'aime mieux avoir la surprise. je ne sais pas encore une fois si tu vas être d'accord avec moi, mais ultimement aussi, moi, mon souhait le plus sincère, et c'est ce que je constate lorsque je me présente en conférence, c'est à quel point quand il y a des enfants qui sont passionnés de bande dessinée et de lecture, ils n'ont pas forcément de vis-à-vis pour en parler. Et moi, de plus en plus maintenant, dans ma pratique, j'ose le dire. Parce que moi, chez moi, quand nos filles étaient jeunes, c'était ça aussi. C'est de parler des lectures qu'on a fait, de partager, de discuter. Et ça, je le dis de plus en plus en conférence. Ayez pas peur d'en parler quand vous êtes Oui. au repas autour de la table en famille. Parlez de vos lectures. Parce que je pense que ça fait aussi partie de la formation du jeune lecteur, de la jeune lectrice, de communiquer, de revenir sur ce qu'il, elle a lu. Mais moi, c'est la base de mon travail. C'est de faire en sorte qu'on discute, qu'on partage, qu'on échange. La démarche que je propose dans mes livres, c'est ça, c'est de parler pendant notre lecture et c'est comment dire, je te donne un exemple. Je trouve que par exemple, on va au cinéma, hein, on sort du cinéma, on a tout de suite envie de parler du film avec la personne avec qui on est allé voir le film. Comment tu as trouvé la fin? Wow, c'était spécial, je ne m'attendais pas à ça. Ah, ou bref, non, je n'ai pas aimé ça. Bon, voilà. On arrive chez nous et souvent, on a envie de parler du film avec les gens qui sont là, même s'ils n'ont pas vu le film. Et je trouve qu'en littérature, on ne se permet pas ça. Ah ben non, je ne te parlerai pas de mon livre, tu ne l'as pas lu. Pourquoi? Pourquoi on n'échange pas plus? Et il y a les travaux d'Alverman qui datent de quelques années qui nous dit que les élèves qui discutent de leur lecture sont plus motivés à lire et à s'engager dans la lecture. Donc, je me dis, ben, faisons-les parler. Allons-y, parlons, discutons. Et donc, c'est dans ces échanges-là qu'on bâtit notre, notre capacité à comprendre, à interpréter, à réagir et à juger aussi des textes, qui sont les quatre opérations de lecture qu'on fait quand on lit. Mm. Et quand on est évalué, ben, c'est ces quatre opérations-là qu'on va aussi solliciter. Et ben oui, si on discute, si on échange, si on en parle. Et tu disais, bon, souvent les enfants n'ont pas de vis-à-vis pour en parler. Ben ça aussi, moi, j'insiste là-dessus. Essayons de former des petits groupes, on a toujours ce que j'appelle des grands dévoreurs dans nos Ouais. classes. Il y en a toujours quelques-uns. Et ils sont un peu sous-utilisés, ces grands dévoreurs-là et dévoreuses. Donc, pourquoi pas faire un petit groupe autour de ces lecteurs-là pour qu'eux puissent en discuter, en parler, puis imprégner, influencer et aider les autres à choisir leur lecteur. Moi, j'ai vu ça, des enfants de 10 ans qui conseillaient leur père dans la classe en disant, mais c'est quoi ta dernière BD que tu as aimée, là? C'est ça, ben attends, tu pourrais peut-être lire ça, je pense que tu vas aimer ça. Et là, c'est magnifique. Ah ben Parce oui. qu'on parlait du rôle de médiateur comme adulte, mais il n'y a rien de mieux pour un enfant de recevoir des conseils d'un père du même âge, que de Ouais. son enseignante ou de ses parents. Donc, oui, on peut entre guillemets, les utiliser un peu plus, ces grands dévoirs. Ils ne demandent que ça, je crois. Et je vois de plus en plus, puis ça, moi, je trouve ça très encourageant. Je vois de plus en plus sur la route, sur le terrain, des bibliothécaires d'écoles qui lancent des clubs de lecture, qui repèrent des Oui, lectrices et lecteurs. Et, euh, et celles et ceux qui se prêtent à cet exercice-là ont tout mon respect et je les salue parce que c'est tellement important, justement, de permettre un espace, un temps pour ces lectrices et lecteurs-là qui puissent échanger entre eux. Et ce que je vois aussi sur le terrain, c'est que de plus en plus, c'est une pratique qui se développe. Et quand je retourne dans des écoles que j'ai visitées il y a quelques mois ou quelques saisons auparavant, tout à coup, les clubs sont plus densifiés, sont plus fréquentés. Et, euh, et ça, moi, je trouve ça formidable, Marie-Hélène. oui, Pour moi, ça,
c'est la, je sais pas, c'est comme la démocratisation, ou en tout cas, c'est l'idée de donner un lieu, de donner un endroit à ces enfants-là pour qu'ils puissent échanger. Pour moi, là, ces dispositifs-là qui sont mis en place dans nos écoles, des cercles de lecteurs, des cercles de lecture, parce que c'est pas tout à fait la même chose. Ouais. La lecture en duo, la lecture collaborative en grand groupe comme ce que je fais. Pour moi, ce sont tous des moyens de rapprocher la lecture à l'école de la vraie vie. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire en collaboration avec mon ami et collègue Martin Lépine, on a lancé il n'y a pas longtemps pour mettre en valeur. On veut Ouais. vraiment rapprocher la lecture à l'école de la vraie vie. Toi, Jean-Dominique, est-ce qu'on te demande souvent dans la vraie vie de lire un texte et qu'après ça, on va te donner un questionnaire, papier, crayon, puis on va te demander de remplir ça? Ben, Ça en fait, existe, ouais, ça existe à l'école. ouais. Hein? Donc, si c'est à peu près la seule vision qu'on donne à nos enfants, que lire, c'est répondre à des questions. Oui, c'est ça Et exactement. d'ailleurs, Ouais. et d'ailleurs, dans ma commission scolaire autour des années 2010, on avait fait un sondage auprès des 10-16 ans, donc fin primaire, secondaire. Moi, je voulais qu'on pose la question, en fait, pourquoi on lit dans la vie? Mes collègues me trouvaient un peu intense de vouloir poser cette question-là, mais je l'avais posée quand même. Et il y en a une grande majorité qui nous avait dit, on lit pour répondre à des questions. Oh mon C'est Dieu. c'est épouvantable. C'est épouvantable. Bon, je vous l'accorde, peut-être qu'ils étaient imprégnés de leur milieu scolaire, mais c'était Mhm. vraiment pourquoi on lit dans la vie. Et on lit certainement pas pour répondre à des questions, peut-être pour être évalué à la fin d'une étape ou à la fin d'une année, mais en cours d'année, est-ce qu'on peut multiplier les dispositifs pour qu'on soit dans des contextes plus réels de vie, de lecture, et c'est ce que permettent ces dispositifs-là. Et, euh, et je crois foncièrement que on n'apprend pas à lire à l'école pour être évalué, papier, crayon, et l'examen du ministère à la fin de l'année. Je fais toujours une analogie avec le monde sportif. Félix Auger-Aliassime, il n'est pas Mhm. toujours en train de jouer des matchs avec un juge. Il l'observe. Dans sa pratique quotidienne, il fait du jogging, de la muscu, Ah ben oui. du yoga, de la méditation, il s'entraîne, des fois il fait juste des coups droits, etc. Hein, j'arrête là, là. Mais le jour J, étant donné qu'il a fait tous ces aspects-là de son entraînement et de sa discipline, là, il est pris. Ben, moi, je fais le pari qu'en lecture, c'est la même chose. Donc, si je contribue à un cercle de lecture, que de temps en temps, je lis en duo, euh, ou à un autre moment, je vais lire le facteur de l'espace en grand groupe avec mon enseignante. Oui, ça va arriver que je vais avoir un petit questionnaire papier et crayon, mais que, tu sais, en cours de route, je vis tout ça. Ben, moi, je suis convaincue que là, on en fait des lecteurs pour la vie et dans la vie, et pas des lecteurs opérationnels qui apprennent à répondre à des questions. Et souvent, comme nous, on veut qu'ils répondent. Donc, moi, je m'insurge un petit peu contre ça. Je me dis, on va les responsabiliser, on va les motiver, on va les intéresser à la lecture par la- une production littéraire intéressante, première des choses, lire des œuvres qui nous tentent, qui nous plaisent, et, euh, et multiplier les dispositifs pour pouvoir discuter, échanger. Puis la bande Oui, dessinée s'y prête bien à ça. ben oui, puis je pense que la curiosité va de pair avec le plaisir. C'est-à-dire que si on n'est pas dans le plaisir, ben, tout à coup, il y a pas de mécanisme qui s'enclenche au-delà de l'activité en lui-même. C'est-à-dire qu'il faut passer par le plaisir. Et d'ailleurs, c'est peut-être ce qui explique, Marie-Hélène, les chiffres navrants. Je trouve ça, moi, fou. Quand on regarde les statistiques, tu sais, on est quoi? On est 8 millions au Québec. Et selon les plus récents chiffres, on dit que pas loin de 50% des Québécois sont des analphabètes fonctionnels, c'est-à-dire qu'ils peuvent lire un derrière de boîte de céréales, qui Oui. peuvent lire des comptes, tout ça, mais de faire l'exercice que tu et que je fais faire en classe, de dire on lit une œuvre. Euh, donc, ça, pour moi, c'est très, très inquiétant. Oui. Et là, ce qui se passe, c'est que tout à coup, en amenant les enfants vers
des lectures qui leur plaisent, des médiums aussi pour lesquels ils ont une inclinaison naturelle et favorable, qui est la bande dessinée, le livre illustré. Tout à coup, on est en train de court-circuiter ce problème-là. En tout cas, il y a là, pour moi, une volonté de renverser la tendance. C'est la vapeur. Et ce printemps-là est sorti les résultats de l'examen de lecture de quatrième année. Je ne sais pas si tu as vu dans les journaux. Non, j'ai pas vu ça, non. Et c'était assez catastrophique, là. Et c'est les enfants qui étaient en classe à la maison pendant la pandémie. Et une des explications possibles, ce serait que justement, ces enfants-là n'ont pas assez d'écouté de leur lecture. Donc, c'est quand même, ils ont reçu un enseignement différent de s'ils étaient en classe, mais de par le fait qu'on est à la fois tout seul à la maison et un peu en groupe, mais via l'écran, c'est pas la seule explication, mais je trouve ça quand même intéressant. Ça a été soulevé là, par des chercheurs que ben, probablement c'est parce qu'on n'a pas assez parlé de nous. Donc, il ne faut pas juste lire, il faut en parler aussi. On est bien d'accord. Ouais. Parce que c'est drôle, parce que je me souviens pendant la pandémie, dans les émissions de variété à la télé, en association avec l'ANEL et tout ça, on parlait beaucoup des libraires de commander des livres, de lire. Mais effectivement, l'acte de lire ne s'arrête pas une fois qu'on a refermé le Non? livre. Pour moi, c'est beaucoup plus un début qu'une fin en soi. Tout à fait. Puis, écoute, Madame Rosenblatt disait en 1938, ok, 1938, parce qu'il y a 100 ans, elle disait, on lit avec notre corps, notre cœur et notre tête. Et ça, j'y crois tellement, là. Hmm. Donc, on n'est pas, c'est pas juste une activité intellectuelle, tout notre être est engagé dans l'acte. Oui, parce J'y que crois. la lecture, c'est l'ouverture au monde. C'est l'ouverture je veux dire, les gens qui ne lisent pas, Ben, en fait, c'est avoir accès à différentes visions du monde ouais. proposées par des auteurs vivants et décédés. C'est quand même pas rien. C'est un patrimoine culturel mondial Ouais. qui est à notre portée partout, là, et qui est autour de nous, dans les librairies, les bibliothèques municipales, les écoles. Voilà. Donc, pourquoi s'en passer, pourquoi s'en priver? Oui, puis c'est une manière, et moi, je n'en démords pas, c'est une manière aussi de combattre les algorithmes des médias sociaux qui font que finalement, ça devient des chambres d'écho parce qu'on est confronté ou on est exposé, selon les algorithmes, qu'à du contenu qui nous correspond, qui nous convient, qui nous Oui, rassure, qui nous conforte dans nos positions à plein d'égards dans la vie. Et effectivement, tout à coup, tu sais, mais là, je vais te donner ça en exemple parce que je viens de lire 1980, une adaptation de 1984 de George Orwell en bande mhm, dessinée. En fait, je oui, viens de lire la suite. C'est-à-dire que Xavier Coste, en 2021, lorsque le roman est tombé dans le domaine public, il y a trois, quatre ou cinq éditeurs qui ont lancé des projets. Et donc, en 2021, il y a, de mémoire, je pense qu'il y a eu quatre adaptations par quatre BDistes différents de 1984. Et pour moi, celle de Xavier Coste, ça démarquait vraiment du lot parce qu'il parce que parce qu'il nous permet de vivre de l'intérieur ce livre-là. Et ah, Xavier génial. Coste va publier à l'automne, et j'ai lu déjà le PDF. Alors, il est culotté. Il a écrit une suite qui s'appelle 1985. Et Cool. c'est fou parce que je me disais, quel culot, mais en même temps, c'est fort. Et c'est tellement réussi que quand on lit cet Ouais. album-là, on se dit, mais dans le fond, on est tout à fait dans Orwell parce que 1984, c'est le début de la fin ou c'est la fin du début au final. Et donc, c'est confrontant de lecture comme ça. Surtout, lire 1984, aujourd'hui, on est pas mal plus dans ce monde-là qu'on l'était à la sortie du livre à la fin des années 40, début des années 50. Donc, il y a aussi ce rapport-là dans certaines bandes dessinées, comme dans n'importe quel type d'œuvre, autant dans les arts vivants que dans les arts plastiques et dans la littérature, où là, tout à coup, comme tu dis, on est confronté
à des visions du monde, on est confronté à des cultures, à des idées qu'on n'aurait pas pu côtoyer autrement, de par Est-ce que, notre, de par notre point de vue géographique, culturel, socio-politique, etc. Tu sais? tout à fait, là, tu me donnes envie d'aller lire cette bande dessinée-là, que je ferai tout de suite après notre balado, je vais la réserver. Mais ce que tu évoques là, c'est c'est un nouveau courant qui entre aussi dans les écoles, hein. C'est ce qu'on appelle les gens de l'éducation, le transmédia. C'est Oui. de prendre une œuvre et de la transformer, de se l'approprier d'une façon ou d'une autre. Donc, moi, j'ai vu des classes où, je ne sais pas, on prend, je dis n'importe quoi, mettons la bande dessinée Jean de Florette, qui est un classique, Mhm. et on imagine quel serait le profil Facebook d'un des personnages. Bon, alors, j'ai vu ça dans certaines classes. Ça Ouais. donne des trucs succulents, là, Ben oui. où comment on détourne la fin, où on ajoute un personnage, où, tu sais, donc, ces détournements d'œuvres-là, que Ouais. j'appelle, là, un détournement d'œuvre, c'est vraiment un beau grand courant du transmédia, où là, le lecteur est vraiment très actif parce qu'il y a soudainement du pouvoir, une certaine forme de pouvoir sur l'œuvre. Donc, c'est vraiment très chouette. Et c'est d'autant plus chouette Et, que c'est une manière aussi de tâter de la compréhension de l'enfant qu'il a eu de sa lecture, parce que tout à coup, là, il y a une mise en action. C'est pas juste de répondre à un questionnaire, là. non, tout à fait. Et c'est un peu inspiré ah, le fanfiction, Oui. le courant des fanfictions, là, où ça a beaucoup fonctionné avec les Harry Potter, là, où des lecteurs, des amateurs ont voulu détourner un peu l'œuvre ou se l'approprier, mais c'est un peu la poursuite de ce courant-là, là. C'est des belles choses à faire. Où là, ben, on est loin d'être assis seul à sa place, euh, à lire en silence et à répondre à des questions. Crayon, papier. Moi, je me dis, dans l'enseignement de la lecture, là, le plus loin sont les papiers et les crayons, le mieux c'est. Alors que, ben, souvent, tu sais, parlons. Alors que souvent, ben, on va vite chercher un questionnaire ou un outil complémentaire. Voilà. Et je pense aussi qu'il y a quelque chose de réconfortant, Marie-Hélène, pour les enseignantes, enseignants, dont c'est pas la première matière dans la vie, là, de parler de lecture ou de parler de bande dessinée ou de livres jeunesse en classe, quand il faut tout à coup enseigner plusieurs matières, dont le Ah français. oui, au primaire, chapeau, hein. Moi, quand j'ai enseigné au primaire, et c'est au primaire que j'ai enseigné le moins longtemps, justement, parce que faut être bon, compétent en maths, en français, en sciences, en univers social, en histoire, et c'est costaud, là. C'est costaud, mais c'est pour ça. Et moi, j'avais une préoccupation de mettre en, en circulation des outils euh, qui sont quasiment, tu sais, on le prend, puis on y va, on se lance, là. Et on n'a pas besoin, ça aussi, je le dis souvent, pour lire une BD, on n'a pas besoin de s'approprier le langage graphique les fins de semaine ou les soirs, là, comme enseignant. Si on connaît quelques termes pour qu'on puisse en parler de notre Ouais. planche ou de notre page, on est en affaires. Si on veut aller plus loin aussi, on sent qu'il y a une curiosité de la part de nos élèves. Bon, on ira ensemble découvrir les autres éléments du langage. Tout à fait. Euh, Souvent, j'ai l'impression qu'un des freins, et moi, c'est ce qu'on me dit souvent, c'est ouais, mais moi, je suis pas un spécialiste. Je fais oui, mais êtes-vous un spécialiste culinaire? Non, ben vous aimez bien manger. Êtes-vous un spécialiste oui, du 7e art? Ben non, mais ça ne vous empêche pas de regarder des films. Alors pourquoi tout c'est à ça. coup, le livre jeunesse ou la bande dessinée, là, il faut être un spécialiste? En C'est quoi? ça. Je pense qu'il faut être décomplexé face à ces objets culturels-là. Oui, puis la même chose, un recueil de poésie, là, on n'est pas tous des spécialistes de poésie, là. On se Ben souvient de non. quelques notions quand on était à l'école, puis on démarre, on y va, on le lit, puis on s'approprie au fur et à mesure. C'est un peu ce que je propose aussi. Et c'est vrai que quand on va dans la création de bande dessinée, ben là, c'est un moment où on peut parfaire notre connaissance du langage graphique. Parce qu'on va avoir besoin de certains éléments. Puis là, on va se dire, tu sais, la petite guédine là, qui dépasse ici, là, ah, ben ça s'appelle un pointeur, tu sais, de ton phylactère, de ta Mm. bulle. Là, on peut y aller un peu plus loin. Ouais. Donc, dans la création de BD, quand on a lu, c'est propice à ça.
Et je trouve aussi que c'est un moment où on se dit que c'est quand même costaud ce qu'ils font les BDistes. Comme Oh, c'est un processus travail. Ben oui. d'écriture, là. Et c'est un beau constat que je fais avec les élèves, jeunes ou moins jeunes. On va comparer les processus d'écriture d'un BDiste, d'un auteur qui écrit avec son ordinateur. Et on fait des constats incroyables. Et dans mon livre, La BD au secondaire, j'ai le processus d'écriture d'une BD. C'est entre autres Michel Rabagliati qui m'avait donné un coup de main. Tu sais, je lui avais demandé, valide-moi ça, là. Puis elle m'avait ajouté plein d'éléments que j'avais, moi, oubliés parce que je ne suis pas BDiste. Et c'est ça, ils prennent conscience que, ben, tu sais, si tu écris à l'ordi, là, à la toute fin, là, les prénoms de tes personnages ne te conviennent pas. Là. Contrôle F, remplacer Marie par Marianne, et pouf, c'est fait. Le BDiste, lui, peut pas faire ça. Sinon, c'est vraiment intense comme travail. Donc, il y avait tout le travail de planification d'une BD qui est beaucoup plus rigoureux et contraignant que le processus de planification d'un texte en continu, je dirais. Donc, c'est des Ouais. beaux constats aussi que les enfants. Oui, puis même aussi les Et les adultes, moi, ados. parce Oui, que oui. les gens se rendent pas compte à quel point, pour en côtoyer depuis tellement longtemps des BDistes, à quel point c'est un travail dur. Tu sais, tu parlais de Michel Rabagliati. Ben, Michel, lorsqu'il a bouclé l'album Paul à la maison, moi, je me souviens quand j'ai lu cet album-là, juste la séquence d'ouverture au niveau du dessin avec les Ah oui. oiseaux, tu te dis, mais il s'est Mm. défoncé, là. Et Ouais, Michel s'est claqué des tendinites, il a souffert. C'est un travail ouais, physiquement qui est très ouais. dur. Puis là, je parle même pas de la précarité, puis je parle juste techniquement du travail. Les gens se rendent pas compte. Puis c'est un travail aussi de solitude parce que Ben oui. la création impose ça. Euh, et donc, je trouve ça aussi réjouissant que les enfants finissent par comprendre que finalement, il y a beaucoup de travail derrière une bande dessinée et que moi, je me rends compte dans ma pratique qu'une fois qu'ils ont assimilé cette notion-là, tout à coup, leur rapport à la lecture est différent, est teinté de ça. Comme si tout à coup, ils devenaient des lecteurs beaucoup plus consciencieux, consciencieuses du fait que tout à coup, ils sont conscients qu'un album jeunesse, un livre illustré ou une bande dessinée, c'est énormément de travail. Oui. Il y a un constat qui est intéressant. Quand je lis avec eux une BD, arrive un moment où je vais leur faire prendre conscience qu'à chaque case, le BDiste décide de l'endroit où il va nous placer. Et c'est vrai, hein, il doit décider Ben ça. oui. Bon, là, je le place où, mon lecteur, là? Et là, ben, tu sais, on tourne les pages un peu. Là, on est où? Ah, c'est comme si on vole au-dessus de la rue. Là, on est où? Ah, c'est comme si on était sur un trottoir en contre-plongée, puis on voit les choses. Ah, ben là, c'est comme si j'étais sur son épaule parce que je vois ce qui est en. Et ça, là, ce constat-là, il dit, ah ouais, ouais, c'est quand même beaucoup de boulot, ça, à chaque fois réfléchir où on va placer nos personnages, notre décor et tout. Et ben, ça m'amène toujours à dire, donc, est-ce qu'on peut prendre notre temps hein, pour lire notre BD? Oui, tout à On va fait. prendre notre temps. On va aller observer. On lira pas ça en 20 minutes. On va aller observer ces éléments-là. On va revenir, on va y revenir, et on va discuter. Donc, voilà. Je sais pas si tu as lu, Marie-Hélène, de Guy Delisle, l'album S'enfuir aux éditions d'Argo, qui est Ah pas oui. un album, qui est pas un carnet de voyage de Guy Delisle, mais qui raconte Non. vraiment l'histoire de. Donc, ça raconte l'histoire de la détention d'un journaliste Ouf. qui a passé 120 jours enchaîné à un radiateur. Et cet album-là, si moi j'enseignais la bande dessinée, je pense que je le mettrais comme lecture obligatoire parce que ce que Delisle fait là-dedans, ça va exactement dans le sens de ce que tu dis. Delisle joue avec la psychologie du lecteur, de la lectrice, Ouais. dans sa manière de positionner le regard et la caméra l'angle. Tout à coup, puis évidemment, c'est un album qui n'a pas énormément de texte en son cœur parce que tout à coup, on entre dans la tête et c'est comment Guy Delisle nous fait vivre la détention de l'intérieur tellement qu'on a l'impression que c'est son histoire à lui. Et donc, il y a Ouais. des gens, moi je me souviens, je trouvais ça terrible, des gens qui me disaient, moi je ne vais pas payer 39,95 pour un album que je lis en 15 minutes. Et là, moi je disais aux gens, si vous avez lu 115 minutes, vous avez tourné des pages. C'est ça que vous avez fait. Et ça,
c'est à la portée de Ouais. n'importe quelle personne de tourner des pages. Mais tout à coup, parce qu'il n'y a pas de texte, ah, là, ça se lit Non, vite. il y a- Guy Delisle a fait un tour de force avec cette BD-là. C'est à la limite du soutenable. Moi, à un moment donné, j'étais Oui, plus capable. J'étais plus capable. Il fallait que je ferme la BD puis que je prenne mon souffle, que c'est- je sais pas. Je sais pas comment il a réussi à faire ça. J'aimerais ça l'entendre là-dessus. oui, ça serait Je devrais intéressant. l'inviter. Je devrais Mais l'inviter, Jean-Denis. oui, ben ça c'est dans les cartons, je t'avoue. Euh, Parce que j'ai eu le bonheur d'interviewer Guy à de nombreuses reprises et en plus, c'est Oui, quelqu'un de tellement intéressant à écouter parler sur sa pratique. Mais tu sais, pour moi, s'enfuir, c'est un, c'est un cours de bande dessinée et c'est la démonstration de tout le génie et de la maîtrise de son médium de Guy Delisle dans S'enfuir. Mais effectivement, comme tu dis, c'est une lecture très engageante et oui, faut lire ça par journée ensoleillée puis pas hésiter d'aller prendre des marches. oui, oui, oui. Euh, Puis, et, ah mon Dieu, ça amène tellement de belles réflexions, oui, cette oui, BD-là. oui, Tellement. parce que malheureusement, ce sera un album toujours d'actualité parce qu'on est confronté à des guerres et des guerres et des guerres puis là bon, on fera pas de politique de science-fictionnelle, mais tu sais, je pense que les années qui s'en viennent devant nous euh, ne sont pas tout à fait de bon augure, dépendamment de où on se situe par rapport C'est ça. au spectre politique, mais néanmoins, on sait que malheureusement, peut-être que ce qu'il y a devant nous, c'est peut-être pas la C'est plus belle des réjouissant. températures. Ouais, c'est ça. C'est ça. Euh, C'est réjouissant. Tout à fait. Par contre, ce qui est réjouissant, et t'en as parlé brièvement tantôt, mais je veux vraiment que tu nous le présentes et qu'on en parle. L'initiative pour mettre en valeur tous les lecteurs que tu as copiloté, que tu copilotes avec Martin Lépine, présente-nous cette super initiative-là. Oui. Euh, on a lancé une plateforme, on a lancé un site Internet le 6 mai dernier qui s'appelle pourmettre-en-valeur.ca. Et c'est en rédigeant un ouvrage ensemble, Martin et moi, on termine là, ces semaines-ci un livre sur justement l'évaluation de la lecture à l'école primaire, mais l'évaluation au sens large, pour donner de la valeur, hein, pour revenir à l'étymologie du mot évaluation, pour donner de la valeur aux lecteurs et non pas les astreindre tout le temps à une évaluation crayon-papier. Donc, c'est en rédigeant cet ouvrage-là, ça fait quelques années qu'on a commencé ça, parce qu'on y travaille à temps partiel et décousu. On s'est dit, ben, pourquoi on ne partagerait pas nos constats, nos observations à la suite de nos recherches, de nos lectures, de nos expériences en classe avec certains enseignants. On va le partager sur un site Internet. Et on a décidé de faire une petite rencontre en début d'année scolaire. Donc, c'est le 20 août, en avant-midi, où on a des invités. On a une invitée de l'Université de Sherbrooke qui est la professeure Isabelle Miset, qui est une spécialiste en évaluation, dans cette optique-là, de mettre en valeur les gens qu'on veut évaluer. Martin et moi, on va faire aussi une heure pour aider les enseignants à, peut-être en début d'année, à faire un peu de ménage dans leur évaluation, les mettre un peu en perspective et pourquoi pas impliquer leurs élèves dans les choix de leur évaluation. Donc, on va Hmm. donner des pistes vraiment concrètes le 20 août pour impliquer, engager les élèves. Et en troisième partie de matinée, on a invité Jean Goldstein, l'auteur-illustrateur, Un qui, trésor national. Je tiens à le voilà, dire. C'est un trésor national, ce cher Jacques. Ouais. oui, il vient de lancer son croquis, son dernier album au mois de mai. Et là, je me suis dit, bon, avec le temps des vacances et tout, probablement qu'il y a des enseignants qui n'auront pas eu le temps d'aller le lire ou le chercher, donc il va venir nous en parler. Mais moi, je tenais à l'inviter parce que quand on revoit plusieurs de ses albums, Jean met en valeur les lecteurs. Ne serait-ce que dans le monde de Maxime. Maxime, dans les premières pages, s'affirme comme étant une lectrice
euh, euh, une vraie lectrice de tous les jours. Elle dit, moi, je lis le matin, l'après-midi, le soir, les fins de semaine. Bon. Dans Les Étoiles, les deux personnages de, oh Ouais. là, j'oublie les prénoms, Achid et Aïcha se retrouvent un jour dans une bibliothèque municipale et dévalisent le département d'astronomie. Donc, moi, je les ai vraiment relus dans cette optique-là, je me suis dit, dans le nom de Maxime, il met en valeur des lecteurs, mais est-ce qu'il le fait dans plusieurs livres? Et oui. Donc, j'ai envie qu'il vienne nous parler de ça. Et j'aimerais ça aussi qu'il nous dise un petit peu si lui, là, pouvait, qu'est-ce que lui aimerait qu'on mette en valeur dans ses œuvres? Lui, il met en valeur des lecteurs, mais lui, Ah qu'est-ce qu'il ouais. aimerait qu'on reconnaisse, qu'on... Donc, j'ai très, très hâte de l'entendre. Donc, on commence comme ça. On a lancé l'invitation sur les réseaux sociaux. On a une page Facebook aussi. Et puis, on est très heureux de la réception des enseignants. Les enseignants se sont inscrits quand même en grand nombre et on a très, très hâte. On va démarrer l'année en feu avec, avec ces enseignants-là. Et notre livre va sortir à l'hiver 2025. Donc, là aussi, ça va être des pistes pour se dire, ben, c'est quoi lire, c'est quoi un lecteur, comment on peut les mettre en valeur, des exemples, des propositions d'activités, justement pour mettre en place des dispositifs, impliquer les élèves dans leur évaluation. Et, euh, et ça, peu importe leurs compétences, leurs défis, leurs enjeux personnels, tenter d'aller vers une évaluation de leurs compétences, mais au-delà du questionnaire papier-crayon. Donc, on a très, très hâte. On a très, très hâte. Et en cours d'année, ben là, on va peut-être demander justement le 20 août là, s'il y a des besoins pour peut-être éventuellement refaire une autre petite journée en cours d'année pour aller plus loin. Puis, on a commencé aussi à avoir des demandes pour aller accompagner des équipes dans les écoles. Donc, on se rend disponible pour ça aussi, pour qu'on réfléchisse ensemble, hein. On n'arrive pas avec des recettes. Et c'est ce qu'on on souhaiterait aussi. Là, ben, on arrive dans une école, il y a une problématique où il y a un souhait, un besoin de la part d'une équipe enseignante. Ben, on va partir de ça. On va construire ensemble à partir de ces besoins-là, de ces problématiques-là pour faire un pas de plus vers le fait de rapprocher la lecture de l'école dans la vraie vie. C'est On vraiment, a très hâte. c'est On a très vraiment hâte. une super initiative. Bravo à vous deux. Parce que là, encore une fois, on parlait à quel point c'est du travail faire de la bande dessinée, mais les gens ne se doutent pas d'à quel point c'est du travail faire ce que tu fais avec ton collègue Martin Lépine, ce que tu fais aussi en médiation, en écriture. C'est énormément de travail. Oui, mais quand on est passionné, Oui. j'ose le dire, c'est le fun. C'est le fun. Oui, écrire, parfois, bon, tu dis, OK, là, ça coince. On a un nœud dans un chapitre et Ouais. il faut le dénouer. Puis écrire à deux, c'est autre chose aussi. C'est Oui, c'est pas, une autre dynamique. Oui, c'est tout une à autre fait. dynamique, mais ça va super bien. On s'entend très bien. Mais là, on a un nœud, il faut le dénouer. Qu'est-ce qu'on a? On va vers cet aspect-là où ouais. Mais c'est tellement intéressant. Puis on apprend en cours de route parce que ça fait comme 4 ans là, qu'on est sur ce projet-là, en période découpée, mais on a, on a appris beaucoup de choses. C'est ça qu'on a envie de partager avec la plateforme pour mettre en valeur les petites rencontres qu'on va proposer. Puis notre livre qui va sortir et on a eu la page de couverture la semaine passée. Yeah! Bon, oh oui, ça, c'est excitant, hein? Oui, 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 on est très contents, c'est très beau. Le titre Hein, on de a très hâte. l'ouvrage, ce sera? Mettre en valeur tous les lecteurs. OK, donc comme Ben, oui, d'accord, le même titre que ben, c'est ça. l'initiative. Excellent. Ouais. Oui, ben, l'initiative, il y a un pour. Il y a un pour devant. L'initiative, c'est pour mettre en valeur tous les OK. lecteurs. Et tu sais, le pour insinue que ben, on peut faire plein de choses, hein. Pour mettre en Ouais. valeur tous les lecteurs, on peut mettre en place un dispositif, on peut partager une lecture, on peut proposer une belle variété d'œuvres, on peut, voilà.
c'est à l'infini. L'ouvrage, c'est mettre en Autre initiative, peut-être en terminant, dont je voulais parler avec toi, je suis curieux de t'entendre sur Passeur de lecture. Oui, ben, c'est un peu dans le même esprit, je dirais. C'est un projet, on vient de terminer notre an 1, un projet de la Faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke. Je travaille ça avec Martin aussi, Ouais. qui est de faire se rencontrer les futurs enseignants du primaire et du secondaire avec des lecteurs dans différents milieux, du TPE jusqu'à la fin du secondaire. Et même, on aurait envie, peut-être à l'an 2, d'aller dans des résidences pour personnes âgées. Donc, c'est de se faire rencontrer ces gens-là autour de la lecture. Le passeur arrive dans un groupe avec une petite sélection d'œuvres jeunesse, par exemple 5 ou 6 œuvres que lui aime, et il va les présenter un peu à son groupe, et ensemble, ils vont décider d'en lire une ou deux. Et à la fin, toujours en se questionnant avant, pendant et après, et à la fin de la rencontre, le passeur passe le livre, donc c'est-à-dire le donne, le laisse dans le milieu. Et on a fait faire des petits autocollants qu'on a placés dans la page de titre intérieur ou pour qu'on voit un peu le trajet du livre. Donc, par exemple, il y a ce livre est passé par A, il y a à peu près 6 lignes. Donc là, ben, ça pourrait être Jean-Dominique a passé à Marie-Hélène. Marie-Hélène a passé aux élèves de la classe d'à côté. La classe d'à côté l'a passé à la famille de Mathieu, par exemple. Donc, on voit un peu le trajet du livre. Donc, c'est Wow. vraiment dans l'esprit de passer des lignes, de lire en groupe, de discuter. Et l'étudiant, lui, ben, en quelque sorte, n'est pas payé. Il fait ça sur une base volontaire, mais l'université, le projet lui donne aussi une œuvre de littérature jeunesse. Donc, l'étudiant voit quand même un bénéfice parce que à chaque animation, commence à se constituer une petite bibliothèque de littérature jeunesse Ouais, qui sera fort utile pour ses stages, tout à pour le fait. début de sa carrière. Puis on sait ce que ça coûte, la littérature jeunesse. C'est vite 20-25 $ Ouais. l'ouvrage. Donc, voilà, c'est donnant-donnant. Et ce que les étudiants nous disent à la fin de la première année, c'est qu'ils ont apprécié se retrouver dans un contexte de lecture, d'animation du livre, euh, hors évaluation, regard d'un maître de stage ou regard d'un prof d'un cours. Ils sont là accueillis, bien évidemment, par l'enseignante qui le reçoit, mais il n'y a pas de, c'est ça, il n'y a pas de contrainte de lecture, de notes, de cotes d'évaluation. Ils sont là vraiment pour euh, faire leurs premières armes en animation du livre et en même temps, ben, donner le plaisir de lire aux élèves. Donc, je te dis, là, ce n'est que du bonbon, ce projet-là. C'est, j'ai vraiment l'impression on est au cœur de quelque chose de très important, là. Euh, j'ai vu des enfants qui, là, le passeur arrive, c'est comme, oh, ils sont ravis, ils l'accueillent, ils sont contents, ils savent qu'il arrive avec 5, 6 livres, puis ils vont pouvoir en lire 2 ou 3. Puis j'ai vu aussi des enseignantes qui se disent, ben moi, là, ça m'a fait du bien d'accompagner une étudiante au bac qui vient dans ma classe. Ça m'a remis un peu, tu sais, je fais changer 2, 3 trucs dans mes animations de livres, là. Je m'aperçois que je faisais plus 1 heure du compte que vraiment être en lecture partagée. Mm. Donc, écoute, il y a des gains aussi pour les enseignants en France, il y a des gains pour tout le monde. Donc, c'est vraiment chouette. Mais l'enjeu, là, le véritable enjeu, c'est vraiment de créer cette rencontre-là. Donc, d'un côté, il faut recruter des futurs enseignants, des étudiants. De l'autre côté, il faut recruter des milieux. On a un peu un genre de Tinder, là. On prend de la littérature. Il faut que tout ce beau monde puisse se rencontrer. Donc, on a eu, au début de l'année, on avait 55 étudiants qui étaient intéressés. Il y en a plus ou moins 42 qui sont venus à la première rencontre. Et au final, j'en avais à peu près 38 actifs. Et j'en ai eu à peu près une dizaine
pas juste actifs un peu, là, qui ont fait 12, 15, 18 animations depuis le mois de janvier. Wow. Donc, c'est vraiment très chouette. Et là, ben, on poursuit. On va aller représenter le projet aux nouveaux étudiants qui vont rentrer en première année en septembre. Et on va faire un recrutement pour. Et c'est mon grand souhait, là. J'aimerais vraiment que ce projet-là soit pérenne. Parce que là, on Oui. a une subvention pour un certain nombre de mois. Donc là, on travaille là-dessus pour trouver des stratégies pour qu'on puisse poursuivre par la suite. Parce que ce serait illogique qu'un si beau projet ne devienne pas Oui, pérenne. Je veux dire, oui. Oui, puis d'autant plus que une fois que tous les outils sont créés, il y a beaucoup moins de ressources humaines. Là, moi, j'y ai travaillé à peu près tu sais, constamment, quelques jours par semaine, parce que je créais tous les outils en cours de route. Mais là, ils sont créés, les outils. Donc, une fois que tout ça est fait, on a une bibliothèque virtuelle, on a des canevas pour faire des animations si on veut. J'ai créé le petit calendrier pour qu'on puisse aller s'inscrire rapidement. Donc, tout ça est fait. Donc, maintenant, ben voilà, il faut trouver juste un petit peu de ressources pour qu'on puisse suivre. Mais on a encore une belle année devant nous. Marie-Hélène Marcoux, pour moi, tout ça, c'est de la musique à mes oreilles. T'as tout mon immense respect, sachant à quel point le travail et que tu fais en solo, mais que tu fais aussi avec ton collègue Martin Lépine, à quel point c'est un travail qui est essentiel et je le répéterai jamais assez. Merci beaucoup d'exister et de le faire avec une telle éloquence. Et j'ose espérer que les gens des instances gouvernementales soient réceptifs à ces initiatives-là et à ce travail-là euh, parce que cette feuille de route-là qu'on a parlé, on en a à peine abordé là, durant 7 heures, prouve à quel point euh, le système ne se suffit pas en lui-même et on a besoin d'initiatives, on a besoin de gens qui viennent de l'extérieur et qui gravitent autour du système actuel et tu le fais avec beaucoup de talent et donc beaucoup d'éloquence. Merci beaucoup. Ben, écoute, t'es trop gentil, mais merci beaucoup. Euh, Moi, j'aimerais juste rappeler que la lecture, là, c'est le socle de tous les apprentissages. La lecture, c'est une clé vers la liberté d'expression, vers la liberté pour comprendre le monde, pour vivre ensemble. Euh, et donc, et puis là, je pourrais continuer la liste longtemps. Ça mérite qu'on s'y attarde, ça mérite qu'on mette en place des stratégies, des projets, qu'on s'arrête devant les petits lecteurs et la semaine passée, j'étais dans un CPE à lire avec des 4 ans. C'est là aussi que ça se passe. Donc, oui, multiplions les beaux projets et les interventions et faisons de nos enfants, de nos adolescents, des lecteurs pour et dans la vie et non pas des lecteurs opérationnels qui apprennent à répondre à des questions. Je ne Voilà. pouvais pas espérer une plus belle conclusion pour cette rencontre. Marie-Hélène Marcoux, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Et à ton confrère Martin Lépine et toi-même, je vous souhaite bon vent pour toutes ces initiatives-là, pour le livre. Et Merci. oui, bon vent pour la suite des choses parce qu'on a besoin de gens comme vous. Merci beaucoup. Et puis, j'en profite pour souhaiter de très, très belles lectures à tous les auditeurs. Merci beaucoup, Marie-Hélène. Au plaisir. Pour suivre les différentes activités de Marie-Hélène Marcoux, référez-vous à la description du présent épisode. Indicatif sonore, Xavier Pinchot. Pour suivre mes différentes activités de médiation culturelle en bande dessinée, rendez-vous au jean-dominique-leduc.ca. À bientôt.